Willkommen, bienvenue, welcome dans une nouvelle vidéo. Tchin tchin. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo assez rigolote. En tout cas, j'ai très envie de la faire. Mais avant, je dois vous présenter quelqu'un. Voilà, Monsieur Prosper. Regardez-moi cette beauté. Oh, il n'a pas envie. Hop. Il a envie de jouer. J'ai adopté un petit chaton de 3 mois. Donc on va sûrement l'entendre en fond. Car il est assez... Quand je l'ai eu, il était très calme. Mais en fait, il s'est avéré qu'il avait le coryza. Il est malade. Donc c'est pour ça qu'il était calme. Je pense qu'il avait de la fièvre. Enfin, il n'avait pas de fièvre quand je suis allé chez le veto. Mais il était vraiment pas en forme. Et depuis que ça va mieux, parce que je le soigne à coups d'antibio, etc. Bah... Je vois bien que le monsieur est plus en forme. Je vais devoir lui retirer son jouet parce que ça va faire un bruit infernal. Je lui ai retiré... Il a un espèce d'énorme tuyau en tissu, vous savez, où il peut se jeter dedans avec des trous, etc. Et sinon, il court dedans toute la journée. Il adore. Le truc coûte 5 balles chez Ikea. C'est le meilleur investissement que j'ai fait avec ce chat. Bref, c'est pas une vidéo sur Prosper, même si depuis que je l'ai, je suis totalement gaga. C'est une vidéo sur le test de la page 99. Me diriez-vous, qu'est-ce que c'est que ce test de la page 99? Figurez-vous que je ne le connaissais pas il y a encore quelques temps de ça. J'étais, ma foi, installé dans mon canapé en train de scroller les stories Instagram, car avec la nouvelle mise à jour, j'ai de plus en plus de mal à regarder les posts, et c'est mal parce que je suis des amis créateurs RIS de contenu qui font des très bons posts, que ce soit photo ou réel, mais c'est vrai qu'avec cette mise à jour, j'arrive pas à m'y faire et je passe beaucoup plus de temps à scroller sur les stories. Du coup, je regardais mes stories et je vois que Anne-Gaëlle Grandours avait fait une story sur le test de la page 99 dont je n'avais aucune idée. Donc ce test, mis en mots, théorisé par Ford Madox Ford dans les années 1800, fin 19e, est un test qui révélerait que à la page 99 d'un roman, on aurait toutes les sens de ce roman, que ce soit en termes de personnages, d'intrigue, d'univers, d'ambiance, plus la plume de l'auteur. Donc selon lui, c'est vers le quart ou le tiers d'un roman que les personnages et l'intrigue sont en place et le rythme et l'équilibre installés. Donc déjà, ça exclut tous les romans de moins de 300 pages, en gros. Et par la même occasion, les romans de plus de 400 pages. Parce que je vois mal sur un bouquin de 1500 pages ne lire que la page 100, parce que dans ces gros romans, ces gros pavés, l'auteur peut peut-être se permettre un peu plus de lenteur et de longueur dans sa plume et dans son intrigue. Ce test n'est déjà absolument pas scientifique car il ne fonctionne qu'avec un très court... Enfin alors je sais pas, la proportion des livres de 300 ou 400 pages dans l'entièreté des livres publiés et édités. Est-ce que c'est une norme? J'ai l'impression que désormais, il n'y a plus vraiment de normes. Il y a autant des romans très courts que des romans très longs. Peut-être que fut un temps, avec le prix du papier, le coût de l'imprimerie, etc., 300 ou 400 pages, c'était le... Oh putain. Prosper! Viens là! Quoique non, parce que quand on regarde par exemple Jane Eyre ou Le Comte de Monte Cristo, Alexandre Dumas, c'est des beaucoup plus gros romans. Bref, dans tous les cas, ça m'intriguait parce que je n'avais jamais entendu parler de ce texte. Je crois qu'il y a également le test, enfin le prix de la page 111 et le prix de la page 112. Ce sont deux prix littéraires qui se tirent la bourre un peu parce qu'ils ont été créés plus ou moins en même temps, la page 111 et la page 112. Et je crois que c'est un prix qui récompense la page 111 ou la page 112 d'un roman. Alors là, c'est encore plus tricky parce que ça se limite à décerner le prix sur cette page, alors que là, le test de la page 99, en gros, c'est un test qu'on peut faire en librairie si on a envie d'en savoir plus sur un livre et peut-être de l'acheter. J'ai sélectionné 6 livres que j'ai déjà lus et appréciés et je vais lire cette page 99 pour savoir si vraiment elle m'aurait donné envie de le lire. Étant donné que j'ai lu le bouquin, je connais l'ambiance, je connais le style, je connais l'intrigue, les personnages, je vais pas me spoiler ou quoi que ce soit parce que c'est ça le risque aussi avec la page 99, c'est de se divulgacher le contenu du roman. Personnellement, j'en ai rien à faire. Je peux très bien lire un roman dont je connais déjà la fin ou pour lequel je me suis spoilé, ça me dérange pas. Donc je vais essayer d'être le plus spoiler-free possible dans cette vidéo. Après, j'ai choisi des livres qui sont quand même très connus. Et donc si jamais vous allez me voir parler d'un livre que vous avez envie de lire et ne pas être spoilé, juste passez au prochain bouquin. Pour ce qui est de cette page 99, j'ai vu qu'il y avait une chronique dans l'Express. Alors, je n'étais pas au courant ni du test, ni des chroniques dans l'Express, étant donné que l'Express n'est pas un quotidien que je lis car plutôt éloigné de mes idées politiques, mais une chronique littéraire sur la page 99 des bouquins. J'ai vu qu'il y avait... Alors je pense que la chronique n'existe plus, mais elle a été assez active jusque... Il n'y a pas si longtemps que ça, parce que j'ai vu qu'elle avait lu des romans de... Enfin, qu'il y avait eu des chroniques sur des romans d'Anna Gavalda, de Musso, etc. Donc
le chat a vraiment décidé de sortir tous les jouets bruyants. Pour cette première partie, je vais lire ces 6 pages 99 et essayer de voir s'il y a en 1 des infos sur les personnages qui sont à l'œuvre dans le roman, si je ressens la même ambiance et je comprends plus ou moins l'univers du roman global, et peut-être si j'ai des éléments sur l'intrigue. Donc pour le premier, j'ai choisi un classique de la littérature, Martin Eden de Jack London, qu'on a lu un peu plus ou moins en lecture commune l'année dernière. Donc Martin Eden, on va être avec ce jeune homme qui, en aidant une personne pendant une bagarre, va se retrouver projeté dans un milieu assez aisé et bourgeois, alors que lui vient plutôt de la classe très ouvrière, bourlingueur, aux États-Unis. On va voir. Donc la page 99. Le roman fait 460 pages. Donc avec cette page 99, on est déjà un peu moins du quart du roman. Déjà, on va peut-être mettre à l'épreuve le test, car on nous dit qu'il faut que ce soit à peu près entre le tiers et le quart. Là, le roman fait presque 500 pages, donc 99, on est un peu en dessous. Je viens de lire la page 99 qui est une discussion entre Martin Eden, donc le personnage principal, et Ruth, qui est la sœur du jeune homme qu'il défend et avec lequel il va y avoir une espèce d'amourette dans le roman. Donc déjà, niveau des personnages, on a 2 des personnages principaux de ce bouquin, Martin Eden plus Ruth. Niveau personnage, on est ok. Niveau ambiance, on est dans une discussion, on sait pas trop, il n'y a pas d'indicateur de temps ou de lieu, donc c'est juste une discussion, je sais pas vraiment où ils sont. Mais ce qui est très très drôle, c'est que alors autant on n'a pas vraiment d'infos sur l'univers, l'ambiance, étant donné que c'est un dialogue avec quelques pensées, pareil, il n'y a pas vraiment d'infos. On peut se faire une idée sur la plume, où c'est des phrases qui sont plutôt longues, plutôt étayées, très écrites, assez fortes sur le plan de la thèse du roman, car en fait on est typiquement dans ce que je venais de dire juste avant, une opposition entre Martin Eden et son point de vue d'un homme pauvre, ouvrier, et de l'autre côté Ruth, qui, elle, vient d'une classe sociale très aisée, bourgeoise, qui est pleine de conventions, enfermée dans un carcan très, très fort et qui l'empêche de penser par elle-même. Et ils discutent de la façon de dépenser de l'argent, et ils ont une vision totalement différente sur comment de l'argent doit être dépensé, de socialisme, de politique. Donc on est vraiment dans le cœur politique du roman, qui est quand même une part importante de la vie de Jack London et par extension de Martin Eden dans ce bouquin. Pour ce bouquin, je pense que le test de la page 99 marche plutôt bien, même si on est à moins du quart. On n'a pas vraiment d'indicateur, je vous dis, sur la narration, sur l'histoire, l'intrigue en tant que telle, mais bien plus sur la pensée de Jack London et de Martin Eden, mais sur les forces politiques et sociologiques en œuvre dans le roman. Donc ça m'a fait rire parce que vraiment quand j'ai lu, je me suis rappelé qu'en parlant du bouquin, j'avais mis l'accent sur cette opposition entre classe ouvrière et classe bourgeoise, etc., entre les conventions, et c'est typiquement la page sur laquelle je suis tombé. Et ça serait trop chiant si je lisais la page en entier, donc je vais juste vous lire peut-être un moment de cette page qui fait référence à ce que je disais. Cette façon de juger les choses surprenait Ruth. Non seulement elle lui était nouvelle et contraire à ses propres sentiments, mais elle y trouvait aussi des parcelles de vérité qui menaçaient d'effriter ou de modifier ses convictions. À 14 ans, ses idées auraient peut-être pu changer, mais à 24 ans, conservatrice par nature et par éducation, figée dans le milieu où elle était née et qui l'avait formée, les raisonnements bizarres de Martin la troublaient sur le moment, mais elle les attribuait à l'étrangeté de son existence et les oubliait vite. Donc on est vraiment dans cet homme dit peut-être la vérité, mais moi je suis conservatrice, je suis née dans ce milieu conservateur et je dois garder ma pensée conservatrice. Mais même s'il m'intéresse, je ne peux plus changer de pensée maintenant. Typiquement, presque toute la pensée de Ruth dans le bouquin. Premier bouquin, je dis que ça passe le test de la page 99, parce que si j'avais lu ça, moi qui ai un tant soit peu de convictions politiques, sociologiques, etc., et qui m'intéresse à ça, ça m'aurait forcément plu et j'aurais eu envie de le lire. Ensuite, j'ai décidé de mettre à l'épreuve une autobiographie. Est-ce que ça passe le test ou pas? On va être avec Just Kids de Patti Smith, qui est un de mes livres préférés. Le bouquin, il a un peu morflé parce que je l'ai lu, relu et ratalu. Ça risque d'être compliqué parce que c'est une œuvre qui est vraiment particulière, que c'est vraiment un bouquin sur le New York des années 60-70, où il y a une myriade de personnages. Andy Warhol, Janis Joplin, Lou Reed, Allen Ginsberg, Robert Mapplethorpe, qui est le compagnon de Patti Smith. Est-ce qu'on va être vraiment... C'est une autobiographie, donc je crois qu'elle parle de tout à la première personne. Oui, tout le roman est à la première personne. Donc on va être forcément avec Patti Smith, mais quels seront les autres personnages? Je sais pas. Et le bouquin fait 350 pages, donc on est pile poil entre le tiers et le quart du roman. Donc là encore une fois, c'est un roman qui n'est pas très politique, mais qui pointe la contre-culture, la naissance du mouvement punk, du mouvement rock, ces gens un peu écartés de la société ou qui s'écartent eux-mêmes de la société, qui décident de vivre dans des caves où il y a de la musique, de faire de la poésie, quelque chose qui ne fonctionne pas trop bien, de la photographie, de la photopoésie,
Enfin, on est vraiment dans ce petit milieu new-yorkais des années 60-70 que moi j'affectionne et que j'adore tout particulièrement. Donc je vais voir, est-ce qu'on va être dans une scène plutôt banale ou dans une scène où on va reconnaître qu'il y a des oubliés ou des mis de côté, je sais pas. C'est ouf parce que, encore une fois, c'est exactement... Alors, on est un peu en plus sur la même thématique qu'avec Martin Eden, mais c'est une scène qui est révélatrice parce qu'on est vraiment dans une scène particulière du roman. On est bien avec les deux personnages principaux, Patty, qui est en même temps la narratrice vu que c'est écrit à la première personne, et Robert Mapplethorpe, son compagnon, qui est sur la couverture en photo avec elle. Et on est un peu dans cette notion de contre-culture parce que Patty et Robert vont manger chez les parents de Robert qui sont des catholiques conservateurs qui ne comprennent pas vraiment ce mouvement de contre-culture, qui voudraient que leur fils, au lieu d'être photographe, devienne dessinateur publicitaire, que leur fils se coupe les cheveux, etc. Et c'est exactement le discours, le dialogue qu'il y a à cette page. Et au niveau de la pensée, du fond du bouquin, on a vraiment les enjeux qui se dessinent dans l'autobiographie de Patti Smith, qui essaye de s'émanciper, qui essaye de grandir par elle-même, de se construire son propre univers, de se construire sa propre famille, ses amis, et c'est génial. Ce n'est que le jour où nous leur avons rendu visite que j'ai saisi l'objet de son inquiétude. Son père nous a accueillis par un silence glacial. Je ne pouvais pas comprendre un homme qui n'acceptait pas son fils. La table était mise, tout était en place pour un repas parfait. Son père m'a à peine regardé et n'a rien dit à Robert, sauf « Va te faire couper les cheveux, tu as l'air d'une fille ». Après, on parle du fait qu'ils n'ont pas d'argent, que Robert et Patty essayent de survivre, et c'est pour ça aussi qu'ils sont allés chez les parents pour essayer de grappiller un peu d'argent. Donc franchement, là, encore une fois, je dis que ça passe haut la main, le test de la page 99. Et cette scène, avec des parents catholiques qui rejettent un peu leur fils, c'est sûr que j'aurais eu envie de le lire. Ensuite, on va s'essayer à Métro 2033 de Dimitri Glukovski, et on va encore peut-être un peu mettre à l'épreuve le test de la page 99 parce que ce bouquin en fait 830. Donc page 99, on est vraiment pas loin, on est à un dixième du roman, un peu moins d'un dixième du roman, un peu plus d'un dixième du roman. Les maths c'est compliqué. Donc est-ce que c'est vraiment juste d'aller à la page 99? Pas vraiment, mais on peut essayer. Dans Métro 2033, on est dans un monde complètement dystopique et apocalyptique, enfin plutôt post-apocalyptique que dystopique, excusez-moi, où le jeune, je ne sais plus comment il s'appelle, Artyom, vit dans le métro de Moscou, étant donné que la surface de la Terre est complètement annihilée et pleine de radioactivité, donc les gens se sont réfugiés dans les métros pour vivre, et Artyom va essayer, au lieu de rester dans sa station dans laquelle il a l'habitude de vivre, etc., de partir en expédition dans tout le métro moscovite. Et c'est quand même assez impressionnant parce qu'il y a toute une carte avec toutes les stations de métro qui sont en activité, etc. Et c'est vraiment tout un périple sur 800 pages où il y a plein de rebondissements, tout le temps des nouveaux personnages, des nouvelles recrues, des nouveaux événements qui distillent un peu plus de mystère et en même temps d'intrigue tout au long de l'avancée. Donc je suis pas sûr que ce soit très juste de lire la page 99, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et bien franchement, personnage pareil, on est avec Artyom qui est plus ou moins le seul personnage principal du bouquin, car il va rencontrer plein de gens. Là il y a un autre personnage qui est relativement important, qu'on voit aussi à cet extrait. Niveau ambiance, niveau univers, pareil, on a toutes les bases parce que pour le coup on comprend qu'on est sous terre, on comprend plus ou moins le méchant, en gros les forces en présence, il y a une espèce de mystère sur qu'est-ce qui vit, qui est-ce qui vit dans ce métro, car il y a comme des rôdeurs, quoi. Je crois qu'on le dit dans le résumé. Voilà, une menace obscure. On comprend également qu'il y a une menace sourde dans ce métro, quelque chose d'insidieux qui génère mille et une histoires plus ou moins abracadabrantesques parce que personne ne sait vraiment ce que c'est ou qui ils sont. On comprend qu'il va y avoir un voyage parce qu'il est question de fuite, de partir, d'aller vers quelque part, un endroit peut-être mieux, en tout cas de partir en expédition. Et c'est une plume qui est très abordable, vraiment le roman fait 900 pages et je butais jamais, vraiment c'est très fluide, très haletant. Et là pareil, c'est un dialogue qui est assez en mode ping-pong avec des phrases plutôt courtes, des questions, des réponses. Ça donne un bon avant-goût de ce que c'est le roman, et même si on n'est qu'à 100 pages, donc au tout début, et ben, ça donne envie parce qu'on comprend plus ou moins qu'il y a quelque chose qui va nous amener vers un but un peu plus sombre et un peu plus terrifiant que le début du roman. Encore une fois, je pense que ça passe le test de la page 99.
Franchement, j'y croyais pas du tout, hein. Je pensais que ça allait être une grosse connerie ce truc, que j'allais lire des passages sans queue ni tête. Alors là, c'est des bouquins que moi, j'ai déjà lus. Donc c'est facile de dire si oui ou non ça colle. Mais franchement, je suis espanté par la justesse de cette page 99. Et pourtant, c'est complètement débile de dire, parce que ça pourrait être la page 100 ou la page 98. Et puis de toute façon, en fonction d'une édition ou d'une autre, que ce soit du grand format ou du poche, là j'ai que des poches, ça changerait totalement. Mais c'est à peu près, voilà, une page entre le tiers et le quart du roman. Peut-être que si je lisais 2 pages plus tard, ça serait plus ou moins la même chose sensiblement. Donc, mais c'est trop ouf. Ensuite, j'ai choisi, bah alors là on voit pas grand chose, Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand, une pièce de théâtre qui là dans mon édition fait 250 pages, donc on est un peu plus du quart, on est un peu plus du tiers déjà, mais j'ai des autres éditions où ça fait 300 pages. C'est parce que là j'ai une vieille édition qui date des années 40, je crois, 1943. 1939. Je vais voir dans quelle scène, dans quel acte on se trouve, c'est ma pièce de théâtre préférée, c'est un de mes bouquins préférés au monde, avec Just Kids, donc je vais voir. Cyrano de Bergerac, est-ce que je vous fais l'affront de vous dire de quoi ça s'agit? Cyrano de Bergerac, qui a un nez atypique, immense, qui tombe amoureux de sa cousine Roxane. À l'époque, c'était ok de tomber amoureux de sa cousine et on avait le droit de l'épouser. Sauf que il se voit pas tenir la cour à sa cousine car il est laid. Et son meilleur ami est également amoureux de Roxane. Et donc il décide d'écrire et de parler pour son pote pour faire la cour à Roxane. Donc en fait, Roxane va tomber amoureuse des mots de Cyrano à travers le visage de Christian, qui est l'ami de Cyrano. Bien évidemment, le plus important dans ce bouquin, c'est le verbe, le panache de Cyrano de Bergerac, sa façon de s'exprimer, son éloquence, sa prestance sur scène, et en même temps, sa droiture et son panache. Je viens de commencer, et c'est genre mon passage préféré de Cyrano de Bergerac. Alors c'est l'entame de ce passage, de cette tirade, mais genre vraiment j'ai lu les premiers mots et j'ai dit mais purée. C'est trop drôle parce que c'est vraiment, c'est pas la tirade des nés, c'est une très belle tirade, la tirade des nés, mais qui est quand même assez classique. Mais ma tirade préférée c'est la tirade des non-merci, qui est à l'acte 4, scène 8, et là j'ai vu scène 8, mais vu que c'est une vieille édition, ça rappelle pas à quel acte on est. Et en commençant la scène 8, bah, j'ai bien vu que c'était ma tirade préférée. Donc là, c'est sûr et certain, j'ai même pas besoin de lire la page, je la connais, que si j'avais ouvert Cyrano de Bergerac le premier jour de ma vie sur cette édition à la page 99, j'aurais eu envie de le lire parce que il y a pas toute la tirade, mais la tirade commence à la fin de la page. Au début, il y a la discussion entre Lebré et Cyrano. Et ah, j'aime trop! Et donc la tirade commence par « Et que faudrait-il faire? Chercher un protecteur puissant, prendre un patron, et comme un lierre obscur qui circonvient ta tronc, et s'en fait un tuteur en lui léchant l'écorce, grimper par ruse au lieu de s'élever par force. » Donc voilà, c'est le tout début de la tirade des non-merci qui nous rappelle le fait de réussir par ses propres moyens, réussir seul est toujours mieux que de se vendre, de se prostituer, de se prosterner devant des gens qui ont de l'argent, des gens qui ont de l'influence, et qu'il est toujours plus beau à la fin d'y arriver par soi-même, car il conclut cette tirade par cette phrase. Bref, dédaignant d'être le lierre parasite, lors même qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul, ne pas monter bien haut peut-être, mais tout seul. Et après la réponse de Lebré, son ami, je la trouve encore plus drôle parce que j'aime bien la réponse de Cyrano derrière. Tout seul soit, mais non pas contre tous. Comment diable as-tu contracté la manie effroyable de te faire toujours partout des ennemis? Et Cyrano lui répond, à force de vous voir vous faire des amis. Alors là, le test de la page 199 est réussi haut la main, car c'est une des plus belles tirades du théâtre français, à mon sens. En tout cas, ma tirade préférée du théâtre français. Ensuite, un roman très particulier, Kafka sur le rivage, dans lequel on s'en mêle les pattes à chaque chapitre. En plus, c'est un roman qui a 2 voix, donc forcément, on va être avec normalement un seul des 2 personnages principaux, car ils sont très souvent séparés l'un de l'autre. Donc voilà, on va être avec Kafka et Nakata, un jeune homme qui a une malédiction sur lui, qui le pousse à traverser le Japon dans un sens, et Nakata, qui est lui un vieil homme amnésique, qui a perdu la tête, qui est pas un peu fou, mais voilà, qui a un problème, et qui lui décide de traverser le Japon en sens inverse, et donc ils vont se retrouver à un point. Donc voilà, au début du roman, les 2 personnages sont pas du tout au même endroit, étant donné que le bouquin fait 620 pages, que je vais lire la page 99, qui est donc pas du tout le tiers ou le quart du roman, c'est sûr que ça va pas être révélateur. Mais vu que c'est aussi un roman qui est très onirique, très perché, avec des métaphores à n'en plus finir,
je pense que ça va être compliqué de passer le test. Et bien franchement, je suis encore une fois soufflé par la justesse de cette page, car on va être avec Kafka, donc c'est seulement un des deux personnages principaux, mais c'est quand même plus, il n'est pas plus important, mais un peu plus quand même que Nakata, car c'est sur Kafka que le bouquin s'ouvre, c'est Kafka qui donne son nom au bouquin, donc voilà, je pense que c'est le personnage un peu à peine plus important que Nakata. Et on va être avec un dialogue entre Kafka et un autre personnage. Pareil, vu que c'est un roman sur l'exode, sur la fuite, sur le chemin, c'est plein de rencontres distillées. Et là, on est vraiment dans une rencontre, car il vient seulement de rencontrer ce personnage qui est un personnage féminin dans le roman. Et ils se racontent leur histoire. Donc au final, on apprend quand même beaucoup de choses sur le bouquin, ou en tout cas sur les 100 premières pages, car à la fin de cette page, on nous dit... Et je lui explique tout depuis le début, à partir de ma fugue, bien entendu, je ne lui parle pas de la prédiction, ce n'est pas le genre de choses qu'on peut raconter d'entrée de jeu. Donc il y a cette notion de mystère, car on sait qu'il y a une prédiction, qu'il y a quelque chose qui plane sur Kafka, qui le pousse à fuguer, qui le pousse à partir, qui est quand même le cœur du roman, l'élément déclencheur de Kafka sur le rivage. Cette jeune femme a un gros paragraphe, donc il y a trois quarts de la page qui sont monopolisé par ce que cette jeune femme a raconté, mais pareil, elle raconte une histoire de fugue, une histoire de jeune fille qui, très jeune, s'en va du foyer, c'est le cas également de Kafka, donc franchement, il y a cette ambiance un peu mystérieuse, un peu on sait pas trop où on est, on sait pas trop ce qui se passe, qui est présente dans tout le roman. Je pense que ça passe haut la main le test de la page 99, car ce dialogue un peu formel, informel, entre Kafka et cette jeune femme, m'aurait donné envie de lire le bouquin. Franchement, on est à 5 sur 6, où, selon moi, cette page 99 est assez révélatrice de l'entièreté du bouquin. Je n'y croyais pas une seule seconde. Alors, est-ce que j'ai extrêmement de chance avec les bouquins que j'ai choisis? Probablement. Est-ce que c'est aussi parce que j'ai un attachement particulier avec ces 5 livres, à part Métro 2033, qui n'est pas forcément une excellente lecture? Les 4 autres que je vous ai montrés, c'est des romans que j'ai beaucoup appréciés. On va essayer le test ultime, Harry Potter et la pierre philosophale. Bon alors là je ne vous raconte pas l'histoire, vous savez tout. J'ai pas mon édition française, donc j'ai une édition anglaise, mais je me dis que vu que c'est un roman qui est publié en anglais à la base, c'est encore mieux. Le roman fait 330 pages, donc on est presque pile poil au tiers du bouquin, et on va s'empresser de lire cette page 99. Excellent. Excellent parce que c'est la scène de rencontre entre Harry et Ron. Donc déjà, niveau personnage, bah voilà, Harry Potter, Ron, Molly Weasley, 3 personnages emblématiques de toute la saga qui vont nous accompagner du premier tome jusqu'au 7e. Au niveau des personnages, bon, il manque Hermione, mais là, on a déjà un bon lot. Est-ce qu'on comprend à peu près l'univers? On comprend qu'Harry se retrouve sur la plateforme 9-3/4 parce qu'on est au moment du départ pour Hogwarts, pour Poudlard, et au moment où il doit passer à travers le mur. Donc, on comprend que Harry ne sait pas trop ce qu'il fait là, qu'il est un peu perdu parce qu'il raconte qu'il est... Je vais pas vous faire l'affront de lire un passage pour cette page parce que c'est en anglais et mon accent anglais est à couper au couteau, mais je vous invite à lire la page 99 si vous avez cette édition de chez Bloomsbury en brochet. Donc on comprend que Harry est perdu, qu'il se retrouve sur la plateforme plus ou moins esselé, qu'il rencontre la famille Weasley et qui voit quelqu'un passer à travers le mur. Donc déjà, on comprend qu'il y a de la magie parce qu'il y a quelqu'un qui passe à travers un mur en briques. Et il y a Molly qui dit « C'est ta première fois à Poudlard, tu sais pas comment faire, ne t'inquiète pas, on va te montrer. » Et elle lui dit qu'il faut qu'il court à fond dans le mur pour pouvoir apparaître de l'autre côté du mur sur la plateforme 9-3/4. Donc on comprend que c'est un monde magique. On voit 2 personnages principaux du roman. On est avec cet Harry qui sait pas trop ce qui lui arrive, ce qui est le cas dans les 2 premiers tomes du roman, parce que bah voilà, on est vraiment dans cette découverte d'un monde magique, de tuer un sorcier Harry. C'est une scène assez emblématique, la première fois où Harry est assez conscient de quelque chose de magique en lui, même si c'est pas lui qui provoque de la magie, c'est le fait de courir à travers un mur, même si c'était déjà arrivé avant au vivarium, là il en est plus conscient parce qu'on lui a expliqué, Hagrid lui a dit que c'était un sorcier, etc. Donc franchement, pareil, encore une fois, je pense qu'on peut dire que ça passe le test parce que... bah voilà. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, je pense qu'elle va être très longue car on est à 42 minutes. Après, il y a des moments où j'ai couru après Prosper, des moments où j'ai dû lire les pages, donc ça prenait un peu de temps, mais... alors, je sais pas si je vais faire ça à chaque fois. Là, en termes de spoilers sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6 bouquins que j'ai lus,
Je pense pas qu'il y a des spoilers trop importants dans ces 6 pages. Même, franchement non, il n'y a aucun spoiler qui aurait entaché ma lecture, même si moi je suis pas sensible aux spoilers. Là, c'est presque sûr qu'il n'y a rien de compromettant pour la suite du roman. Après, je suis très sensible, moi, aux couvertures, je suis très sensible au résumé, donc je ne vais pas baser mes achats de bouquins sur cette page 99, mais c'est peut-être quelque chose vers lequel je vais me tourner, car je déteste lire les premières pages d'un roman, mais même quand je commence un livre, j'aime pas vraiment les entames de roman. C'est quelque chose qui parfois est un peu lent, qui met du temps à se mettre en place, et c'est vrai que lire une première page, je pense pas que ce soit du tout révélateur d'un roman. Alors pourquoi pas, en librairie, me tourner vers la page 99 ou vers le... Non, même pas le tiers ou le quart, parce que même pour les plus gros bouquins, genre Kafka, Martin Eden, qui sont quand même plus importants, ou Métro 2033, j'ai trouvé que la page 99 était plutôt révélatrice du reste du roman. Donc là où Ford, machin Ford, disait qu'il fallait lire le tiers quart, je pense que la page 99, sans se soucier de la taille d'un bouquin, suffit à elle-même. Donc dans une prochaine vidéo qui paraîtra peut-être juste après celle-là ou pas, je sais pas, je vais sélectionner dans ma pile à lire 4 bouquins. J'ai une quand même assez conséquente pile à lire, genre entre 100 et 200 livres je pense. Donc il y a des bouquins que j'ai achetés et je ne me rappelle plus de l'histoire que peut-être j'avais acheté sur un coup de tête. Donc je vais essayer de trouver les 4 bouquins les plus oubliés de ma tête en termes de résumé, de me concentrer sur la page 99, de choisir au vu de cette page lequel me plaît le plus, me donne le plus envie, comme si j'étais en librairie et que je devais faire un choix, et ensuite lire le bouquin et donner mon avis et voir si cette page 99 était révélatrice, spoilante, blablabla, si j'avais les personnages, l'intrigue, l'univers, l'ambiance. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker. Si vous avez envie de discuter, vous pouvez commenter. Si vous voulez la faire voyager, vous pouvez la partager. Et si ce n'est pas encore fait, qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner? En attendant, je vous souhaite comme toujours d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes et d'être heureux. En tout cas, j'en connais un qui est très heureux.